Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Ben, je suis rassurée parce que si je m'étouffe dans mon émission, au moins j'ai une infirmière à mes côtés. Ça, c'est très, très rassurant. On va parler d'accès aux soins de santé et c'est souvent un parcours du combattant pour les patients. Je sais que vous êtes très préoccupés par la santé, puis je voulais encore en parler aujourd'hui parce que, justement, Audrey Biot, qui est avec moi, est infirmière clinicienne et maman, d'ailleurs. Oui. C'est la maman infirmière. Elle publie La maman infirmière à la rescousse. C'est un livre qui est publié aux Éditions de l'Homme et qui s'adresse surtout aux parents d'enfants de 0 à 6 ans. Audrey, mais plus largement, on va parler de tous ces Québécois et Québécoises qui ont de la difficulté à avoir des soins de santé puis qui se transforment souvent, puis des fois, c'est pas toujours une bonne idée, en docteur Google. Oh mon Dieu, le docteur Google. Est-ce que ça t'est déjà arrivé au moins une fois de taper sur Google symptômes, fièvre, tout, puis finalement, on arrive puis on a le cancer, on meurt dans 2 jours. Oh mon Dieu, c'est si puis là, on populaire. panique, on dort pas de la nuit. On panique, Voilà. on dort pas de la nuit, on essaie d'appeler au 811, on est tellement stressé qu'on n'est pas capable d'attendre, boum, on arrive à l'urgence. Bon, là, c'est sûr que, tu sais, on exagère dans ce cas-là, mais le docteur Google... Je rajoute aussi ChatGPT à l'intérieur parce qu'avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers ça, qui se disent « Ah, c'est peut-être mieux que Google », qui essayent de taper les symptômes, puis ils se disent « Ah, on voit que c'est pas si grave que ça, mais c'est pas tant mieux. » C'est ce que je ne conseille pas. En fait, là, on consulte un professionnel de la santé. Voilà, mais des fois, c'est pas évident. Et d'ailleurs, notre invitée, Audrey, est là pour témoigner de ce qu'elle vit. Elle est maman de 3 filles. C'est une fidèle auditrice de cette émission. Merci beaucoup, Audrey, de prendre le temps de nous parler ce matin. Votre jeune fille, une de vos filles, a dû subir une opération majeure, 1 an de retard. On avait perdu son dossier et ça, ce n'est qu'un exemple de votre espèce de parcours de la combattante pour faire soigner vos filles qui ont toutes d'ailleurs des enjeux d'apnée du sommeil de naissance. Merci d'être là, Audrey. Ça fait plaisir. Donc, on a perdu le dossier d'une de vos filles qui devait être opérée, Charlie Rose. Racontez-moi l'histoire de Charlie Rose, là. Charlie Rose, elle a eu un parcours vraiment très, très atypique, là. Elle a été diagnostiquée très jeune pour l'apnée du sommeil. Elle a eu sa première opération en août 2023. On a fait une laryngomalacie qui n'a pas fonctionné. Donc, elle a refait une oxymétrie de contrôle en octobre 2023. À ce moment-là, l'oxymétrie démontrait qu'il fallait refaire une opération. Cette fois-ci, on s'enlignait pour les amygdales puis les adénoïdes. Et c'est à ce moment-là que son dossier a disparu. Et là, on parle, juste Audrey, pour que les gens comprennent bien, Charlie Rose, à ce moment-là, elle n'a pas 1 an, là. Sa première opération au mois d'août, elle avait 10 mois. Au mois d'octobre, elle venait d'avoir ses 1 an. Quand on a fait l'oxymétrie. Et c'est ça, à ce moment-là, son dossier a comme disparu à quelque part. Et c'est en allant pour une autre de mes filles qui est en attente de la chirurgie au mois de juin que je parle de Charlie Rose en me disant, écoute, t'as vu Sarah, t'as vu Ophélie, mais personne ne me parle de Charlie Rose. Il dit, attends, je vais regarder son dossier. Et là, le médecin me demande, c'est quand la dernière oxymétrie? Je dis, au mois d'octobre. Non, il me redemande encore. Il dit, non, la dernière. Je dis, c'est ça, c'est celle du mois d'octobre. Il dit, elle aurait déjà dû être opérée. Oh mon Fait que là, à Dieu. ce moment-là, on se rend compte que, c'était vraiment très, très sévère. Fait que là, ça, on est au mois de juin 2024. Il dit, on va essayer de la passer le plus rapidement possible. Elle est cédulée pour le 10 octobre 2024. Finalement, son opération est annulée. Elle est reportée au 30 octobre 2024. Elle a son opération. Elle a eu une oxymétrie de contrôle en décembre 2024 qui démontre qu'encore une fois, son apnée du sommeil n'a pas été résolue. Donc là, on s'en va pour une 3e opération. Cette fois-ci, ça va être les amygdales buccales. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Florence qui m'a appelé hier a été ma petite fille. Ils m'ont appelé hier soir pour me donner Ça, c'est la ma recherchiste, Florence. opération. Ouais. C'est la petite fille de bien des auditeurs, là. Des fois, on en règle des problèmes ici plus vite qu'au gouvernement, je peux vous le dire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? L'opération va être le 6 mai. Bon, bravo. Bravo, Florence. Et, non, mais sincèrement, vous êtes passé vite tout à l'heure, Audrey, sur le fait que le dossier de votre fille a été perdu quelque part. Vous dites, ils l'ont-tu retrouvé? Où est-ce qu'il était perdu? C'est quoi ça, perdre le dossier d'un enfant d'1 an? En fait, c'est que mon ORL, qui était d'enfant pour mes filles, est tombé enceinte. Félicitations à elle. Et ces dossiers sont allés à divers docteurs du Children.
Et là, à chaque fois que j'appelais pour avoir des suivis, on me répondait, mais vous êtes avec quel docteur? Et là, je répondais, mais on était avec tel docteur, le docteur numéro 1. Mais on m'a jamais dit qui prenait en charge mes filles. Ah ben là, je ne sais pas à qui adresser votre demande, donc je ne peux pas faire le suivi. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est à un moment donné, quand ils m'ont appelé en juin pour faire un test pour Ophélie, la plus vieille, que sur place, ben là, j'ai regardé le docteur numéro 2, puis j'ai dit, ben là, on fait quoi avec Charlie Rose? Qui a Charlie Rose? Et là, lui était très, très au courant parce que ça a donné que le docteur numéro 2 qui est très en charge Ophélie, c'est lui qui avait fait la première opération d'urgence à Charlie Rose au mois d'août 2023. Donc, il a été capable de sortir son dossier de manière électronique et il a été très choqué de remarquer que, dans le fond, rendu en juin 2024, la petite n'avait toujours pas eu sa seconde opération quand elle aurait dû être faite depuis plusieurs mois, là. Mais c'est assez pathétique, là. Je vois Audrey, mon invitée, Audrey Billot, maman infirmière à la rescousse qui écoute votre histoire. Mais oui, Audrey. Mais ça, je trouve ça triste. Puis c'est pas. Je pense que c'est pas la première fois qu'on entend aussi là, ces espèces de lacunes-là dans le système de santé qui fait que, bon, il y a quelqu'un qui part en maternité, on est content pour cette personne-là, mais ça fait que des fois, au niveau de la répartition des dossiers, c'est peut-être mal fait ou des fois, il n'y a juste pas de médecin non plus. Là, on parle d'un ORL, mais des fois, quand il y a des médecins de famille qui partent en maternité, des fois, il y a des médecins de famille qui disent, vous êtes ouvert à toute la clinique. Fait qu'il n'y a pas un médecin qui vous est attitré, mais vraiment... Et puis des fois, c'est 2-3 000 patients, là. C'est pas 200 personnes. Il y en a beaucoup. C'est beaucoup de monde. C'est ça. C'est sûr que cette histoire-là, c'est comme infirmière, je suis un pion parmi tout ce gros système-là, mais ça me fait mal d'entendre ça, surtout dans les petits qu'on voit qui ont des besoins là, nécessaires. Ça a été reporté et retardé. Là. Écoute, si je peux m'excuser au nom du système de la santé. Non, là. mais c'est surtout le stress, de pas être en contact avec personne. Puis Charlie Rose était tellement sévère qu'elle a arrêté de respirer la nuit. Mais c'est on ça. dormait très, très peu pour toujours surveiller sa respiration. On avait des alarmes, on avait tout ce qu'il fallait pour s'occuper. Fait que chaque semaine de retard, c'est des semaines de plus qu'on dort pas. Puis nous, dans notre cas, on a une fragilité familiale de plus, c'est que mes 2 plus vieilles sont autistes. Fait que je dois avouer que chaque minute de sommeil... chaque minute compte, non, c'est sûr. Est-ce que le 811, Audrey, vous aide? Parce qu'on nous dit souvent, allez plus à l'urgence. Vous savez, surtout pour les petits-enfants, là, Audrey, vous avez écrit un livre là-dessus, là, justement, pour un guide qui est d'ailleurs très, très, très intéressant parce que vraiment, c'est un guide pour les parents. Là, si vos enfants ont des enjeux de 0 à 6 ans, là-dedans, c'est comme un guide de santé, quoi faire, quoi ne pas faire. On va y revenir. Mais donc, le 811, on nous dit souvent, avant d'aller à l'urgence, appelez au 811. Puis là, c'est quoi? C'est l'option 3 qu'il faut faire, je pense, pour les patients qui sont orphelins de médecins. Mais vous faites quoi quand vous appelez? Est-ce que vous appelez des fois au 811? Est-ce que vous vous êtes essayé pour avoir des conseils, Audrey? Est-ce qu'on a perdu Audrey? Ah, vous êtes là? Audrey, la maman de 3 filles? Oui. Oui, c'est ça. En fait, non, à chaque fois que tu appelles au 8h, c'est 95% du temps, ils disent d'aller à l'urgence. Oui, c'est ça. Pour un rendez-vous avec le médecin de famille des filles, c'est minimum 3 jours. Ouais. Puis chez Hop, qui est une belle institution, mais il en faudrait comme 15 000 de plus comme ça. Ça peut aussi prendre 3-4 jours avant de réussir à avoir un rendez-vous. Par le travail de mon conjoint, on a la chance, on a accès à Télus Santé virtuelle. Donc, souvent, c'est comme ça qu'on réussit à régler les petits bobos d'urgence. Sinon, c'est énormément d'heures, écrire des pages, à faire des téléphones, puis à essayer de contacter le plus grand nombre de cliniques qui vont essayer de nous aider. Mais comme les filles ont un médecin de famille attitré, ça nous bloque énormément de portes de l'autre côté. Bien, sincèrement, vous êtes courageuse, là. Lâchez pas parce que de toute façon, on peut pas. Quand on a 3 enfants, on n'a comme pas le choix. Là, on est engagé à vie. Oui, complètement. Avez-vous l'impression que vous vous battez contre tout un système, Audrey? Oui. Oui. Hein? Oui. Oh oui, c'est un système qui est difficile, que ce soit pour l'apnée du sommeil dont les filles souffraient ou que ce soit pour le niveau autistique de mes filles. C'est tout le temps à refaire et c'est des demandes et c'est de la paperasse qui n'en finit juste plus. Puis là, après ça, on dirait qu'ils s'amusent à faire en sorte qu'on soit perdu là-dedans. Parce que plus on est perdu, plus on a du temps pour
puis recommencer, puis « Ah non, on n'a pas le bon formulaire, mais là, tu n'as pas rempli telle affaire, puis là, c'est pas ça qu'il fallait faire. » Puis les départements ne se parlent même pas entre eux. J'ai eu le dernier rendez-vous à Charles-les-Roses il y a 2 semaines, qui a justement démontré qu'il fallait une 3e opération. Puis la résidente qui était là, je lui parle, je lui dis, on est venu pneumologue, il parlait de peut-être avoir la CPAP, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas qu'elle avait besoin de la 3e opération. C'est au début de la consultation. Elle a dit, j'ai pas les notes. Ah ouais, c'est ça. C'est terrible. Merci beaucoup. On est un étage au-dessus de l'autre, là. Ouais. Ils sont pas dans 2 cabines différentes, là. Ils sont dans la même place. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que vous le prenez comme ça. Là, J'ai comme pas de mots parce que... c'est ça. Merci Audrey, Merci, vraiment. Merci puis de votre témoignage parce que... Accrochez-vous. Oui, mais comme pas le choix, là, 3 enfants, t'es obligée. Là. Oui. Audrey Billiot, c'est d'ailleurs pour ça, Audrey, que vous avez, comme infirmière clinicienne, décidé d'écrire ce livre, La maman infirmière à la rescousse, parce qu'à un moment donné, t'as des enfants, mais plus largement, même comme, faudrait quasiment maman infirmière pour les là, c'est pour les parents d'enfants, mais pour tout le monde, parce que on veut pas non plus tout le temps aller regarder Google. On nous dit, prenez-vous comme patient soin de votre propre santé, mais on n'est pas médecin non plus. Donc, même si on commence à être bon, je pense qu'il y a des gens... Je sais que moi, dans ma propre famille, on est devenus comme spécialistes de nos bobos récurrents. Là. À un moment donné, quand tu as une maladie auto-immune ou quand tu as une maladie chronique, tu connais ta maladie. Exact. Oui. Moi, parler de la migraine, là, je peux parler longtemps avec ma neuro, là, puis on se comprend. Là. Puis j'ai lu des études. Puis alors, bon, c'est pas tout le monde qui a forcément le temps de le faire, mais à un moment donné, c'est parce que ça nous prend quand même accès à ces professionnels de la santé. Ça prend accès. Puis je pense que j'aimerais revenir sur quelque chose qui a été mentionné par Audrey, la maman de 3 filles, qui parlait du 811 qui envoie 95% du temps à l'urgence. C'est sûr qu'en apnée du sommeil, quand l'enfant fait des pauses respiratoires, il va peut-être avoir une tendance, oui, à référer. Mais c'est pas 95% des cas qui sont référés. Même moi, hier, j'ai pris contact avec une personne qui travaillait justement au 811. Oui, il y a une procédure claire. Oui, il y a des symptômes qui sont, si on a des problèmes cardiaques ou si la personne est inconsciente ou quoi que ce soit, oui, il y a des symptômes qui indiquent qu'il faut aller consulter à l'urgence immédiatement. Mais la plupart du temps, ça va être des recommandations, conseils. Puis les gens vont essayer de trouver aussi des rendez-vous à l'extérieur de l'hôpital là, pour ne pas venir engorger ça. Mais c'est sûr qu'il y a de l'attente parce que il y a comme 2 problèmes en ce moment dans la société. Il y a, je trouve... Au moins 2. On va en prendre 2, mais on pourrait les décortiquer en plusieurs. Les 2 principaux que moi, j'ai vus à travers les réseaux sociaux dans les dernières années, c'est la désinformation, puis le manque un peu d'éducation qu'on peut avoir à travers ça. Puis après, il y a aussi ce qui vient se lier, c'est le manque d'accès aux soins. Donc, les patients qui n'ont pas de médecin de famille, qui doivent se connecter puis qui doivent rafraîchir la page aux 30 secondes pour essayer d'avoir un rendez-vous à minuit le soir parce qu'on sait qu'à minuit, des fois, ça débloque plus qu'à 8 heures le soir. Fait que des fois, c'est épuisant aussi. Qu'on soit parent ou qu'on soit adulte, c'est fatigant. Puis, tantôt, on parlait, est-ce que l'accès au logement, c'est un droit? Là, j'entendais. Mais non, ça devrait même pas être un droit. Ça devrait être quelque chose d'acquis. Tout le monde devrait avoir un logis, mais c'est la même chose en santé, selon moi, ma perception. C'est quelque chose qu'on devrait avoir, tout le monde devrait avoir accès à un médecin, à une infirmière praticienne. Tout le monde devrait être capable d'avoir un suivi. Puis c'est vrai que des fois, moi-même, c'est parce qu'on paye pour. Exactement, oui, on paye pour, mais aussi, il faut prendre le temps. C'est souvent les patients qui vont aller à l'urgence. J'avais fait une vidéo virale dernièrement qui disait le top 3 des consultations à l'urgence. C'est quoi? Il y a quelques semaines, mais c'était la fièvre. Douleur abdominale chez les 0-7 ans, puis je pense que c'était la fièvre avec la toux. Dans 87% des cas, ils étaient retournés à domicile. Ce qui fait dire au ministre de la Santé, Christian Dubé, que souvent, les patients qui vont à l'urgence, on nous culpabilise un peu. C'est ça, ils ne devraient pas être là, puis là, les gens, venez pas, puis faites attention. Mais c'est ça le discours. Ça, exactement, mais il y a 2 autres problèmes. Je dirais que je vais juste parler de problèmes aujourd'hui. Mais il y a le fait qu'en santé, on manque de temps des fois. C'est pas tous les professionnels qui vont prendre le temps d'expliquer voici vos symptômes. Ça peut se gérer à la maison. Si vous avez ça, ça, c'est un cas d'urgence. Des fois, ça va être comme « Ah, ben non, mais c'est pas urgent. La gastro, on veut réhydrater là de telle manière, nanana. » Puis il y a aussi le fait que les gens, ils n'ont pas accès. Puis il y en a qui m'ont déjà dit qu'ils allaient à l'urgence pour se faire rassurer.
c'est Ouais. comme... Et ça pourrait être la job du 811, entre autres. Oui. Mais moi, j'ai déjà appelé plusieurs fois. Moi aussi, j'ai testé. Et ça, oui, hein? Oui, j'ai testé. Est-ce qu'on est arrivés tous les deux à la même conclusion, qui est peut-être celle aussi de nos auditeurs? Vous nous direz au 187 Cube Radio, mais moi, à chaque fois, ça a fini qu'on m'a dit « Allez à l'urgence ». Il n'y a pas une fois où on m'a dit autre chose. Alors, bon, je n'ai pas appelé toutes les 5 minutes non plus, mais parce que je pense et c'est pour ça que le fameux protocole du 811, là, qu'est-ce qu'il dit? Là? Je m'imaginais les questions, c'est comme une espèce d'organigramme où tu dis, si tu réponds oui à ça, c'est nanana. Puis là, finalement, il y a beaucoup de questions qui finissent par aboutir en bas, c'est patient à l'urgence. On prend pas de chance. Mais ça dépend encore des symptômes. C'est un mythe qui perdure, ça, que le 811, ça nous ramène à l'urgence. Moi, quand j'avais appelé... Mais c'est un mythe, ça? C'est un mythe. Mais vous, ça n'a pas donné ça, Audrey? Ça m'a pas donné ça. Ah, puis bon. c'est vraiment... C'est un mythe qui perdure. Il y en a plusieurs dans la société. Trop dramatique, c'est peut-être. correct. Après, c'est dans la façon peut-être qu'on décrit. La façon d'évaluer. Oui. Je veux dire, moi, je vais pas avoir la même façon d'évaluer que toi. Moi, de la fièvre pendant quelques jours, je pense que je suis capable de gérer si je regarde le niveau d'hydratation, tout ça. Mais il y en a que 24 heures de fièvre sont déjà rendus à l'urgence. Moi, là, je peux être convaincante pour te dire que mon enfant allait pas bien. Là. Ben, c'est ça, exactement. Fait que c'est sûr que le niveau de stress, on parle beaucoup d'éco-anxiété, mais moi, ce que j'ai trouvé depuis la COVID, c'est qu'il y a un virus anxiété, une maladie anxiété, là, quelque chose que les parents, même nous, là, comme adultes sans enfants, on le sent que la population est beaucoup plus nerveuse par rapport à ça. Ce que j'ai vu dernièrement aussi, ce qui m'a fait très mal, c'est qu'au niveau de la santé publique, c'est moins de 6 % du budget qui est donné dans la prévention. Si on faisait beaucoup plus de prévention... Ça fait 25 ans qu'on dit ça, au moins. Mais ça, c'est mon cheval de bataille, puis mais j'ai choisi un gros cheval. Oui, puis vous parliez de désinformation tout à l'heure, mais là, vous parlez des virus. On pourrait se faire vacciner, mais depuis la COVID, il y a eu comme une désinformation monstre par rapport à l'innocuité des vaccins. Puis là, aujourd'hui, on a des cas de rougeole et d'autres maladies infantiles qui reviennent parce que justement, les parents, maintenant, décident de ne pas faire vacciner leurs petits, alors qu'avant, c'était une évidence. Là. Je trouve ça vous inquiète, ça? Bien, ça m'inquiète. Je trouve ça désolant en même temps parce que souvent, peut-être que ces gens-là, au lieu d'y aller avec une approche autoritaire de « tu dois faire vacciner ton enfant parce que c'est ta faute si tous les autres sont malades puis qu'il y a une recrudescence de rougeole », je pense pas que c'est peut-être pas la bonne approche. Je pense pas que c'est la bonne approche. Moi, je pense qu'il faut y aller plutôt dans la bienveillance puis de vraiment mettre carte sur table puis d'expliquer vraiment parce que ce qui est ressorti avec la COVID, c'est que le vaccin de la COVID est sorti bien trop rapidement. C'est pas normal. Fait que les autres vaccins, on va commencer à douter. Puis là, il y a des ingrédients qu'on connaît pas dans certains vaccins. Mais celui de la rougeole, ça fait des années et des années. Oui. Sauf que là, la couverture vaccinale, elle n'est pas bonne en ce moment. On n'est pas capable d'avoir assez de gens vaccinés pour essayer d'éradiquer à nouveau la rougeole. C'est une des maladies les plus contagieuses au monde, puis il y a des graves conséquences à ça. Là. On peut aller même jusqu'au décès. Mais des fois, les gens prennent le risque de ne pas vacciner parce qu'il y a eu de la désinformation ou un manque d'éducation sur quelque chose, un manque de sensibilisation. Mais ça fait que maintenant, quand il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés, on en a vu aux États-Unis qui ont décédé dernièrement. Un décès, c'est un décès de trop pour moi. Non, c'est clair. Donc oui, il y a beaucoup de désinformation, mais la vaccination en soi, ça, c'est un sujet là, qui ne finirait plus de finir. Oui. Là, il y a beaucoup de gens qui parlent aussi du fait là, que tout à l'heure, Audrey nous disait que les dossiers se perdaient. Mm-hmm. Et bon, ça, évidemment, les gens trouvent ça épouvantable. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui me dit 3 visites chez mon médecin pour un rhume. Je fais de l'asthme. Je sais comment je réagis. Je sais quand j'ai besoin d'antibiotiques ou pas. Sinon, ça tourne en pneumonie, donc en surinfection, ainsi de suite. Oui. Quand je disais tout à l'heure, Audrey, comme patient, on se connaît, on finit par se connaître là, aussi. C'est vrai qu'on finit par se connaître. Vous êtes d'accord avec ça? On finit par se connaître, puis aussi, je le dis, souvent, on est les meilleurs experts de nos enfants. L'instinct maternel ou l'instinct paternel, c'est quelque chose de très, très fort. Quand on sait qu'on a un petit quelque chose, que notre enfant a quelque chose, ou même un instinct par rapport à nous. Mais en ce moment, il y a beaucoup d'antibiotiques qui sont donnés et des fois, qui sont donnés, je vais prendre un exemple pour une otite, mais qui, la plupart du temps, les otites sont virales, mais on en donne quand même. Le problème qu'on voit au niveau mondial, c'est la résistance aux antibiotiques. Ouais.
la réserve diminue. Donc, il faut venir jauger, est-ce que c'est vraiment nécessaire un antibiotique? Est-ce que c'est pas une exacerbation de la crise d'asthme? Mais quand ça fait 2 semaines là, que... Mais quand ça fait 2 semaines, c'est sûr que moi, je vais jouer l'avocat du diable aujourd'hui. Je suis pas dans le dossier non plus. Je connais pas le patient. Non, mais d'un point de vue général. Oui, c'est ça. D'un point de vue général, quand on le sait que ça va pas bien, c'est vraiment tout noter. Moi, un de mes conseils, c'est quand on va consulter, prenez tout en note avec les dates, si vous avez pris des médicaments ou autre, puis notez qu'est-ce qui, en fait, améliore votre état ou qu'est-ce qui le diminue aussi. Pour le médecin, c'est ça qui va être le mieux. Et prendre des notes quand on n'a pas quelqu'un disponible pour venir avec nous. Là. Oui. Prendre des notes quand on parle à son médecin parce que, on est tout le temps... on n'a pas le temps. Le médecin n'a pas le temps. Il est précis. Il y en a d'autres qui attendent. Alors donc, on a tendance à oublier. Fait que c'est important de noter puis de dire, regarde, attendez, je vais vraiment noter ça. Noter ses médicaments aussi quand on en prend. Puis comme patient aussi, mon conseil, c'est que vous consultez un médecin, c'est bien, mais vous avez le droit de demander de prendre le temps aussi avec vous. Là, je veux dire, vous avez pris, je ne sais pas quelle solution pour avoir accès à ce médecin-là si ce n'est pas votre médecin actuel, mais vraiment, prenez le temps avec votre médecin puis posez-lui toutes les questions que vous pouvez à ce rendez-vous-là. Et si on ne comprend pas, clarifier, demander des clarifications. Vulgariser. Faut pas être gêné là, de dire, attendez, là, vous êtes passé vite là-dessus, je veux juste qu'on reprenne. Là. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Puis demander les effets secondaires. Pas être gêné, là, c'est pas le bon Dieu. Faut pas du tout être gêné. Puis c'est pour ça, entre autres, que j'ai écrit le livre, parce que c'est quelque chose... Moi, comment je comprenais à l'université, c'est que je vulgarisais la matière. Je me suis dit, à travers les 3-4 années que j'avais lancé La Maman infirmière sur les réseaux sociaux, que je voyais que les gens avaient besoin de vulgarisation, que pour eux, c'était beaucoup plus clair d'avoir accès à l'information que de sortir les grands et gros mots scientifiques. Donc, avec un livre comme ça, qui est vulgarisé, qui est quand même clair. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir aider là, certaines personnes. Oui, certainement, certainement. Ça s'intitule « La maman infirmière à la rescousse ». Je vous le conseille. C'est un beau guide à avoir à la maison, à portée de main. Oui, c'est tous les bobos et les soins des enfants de 0 à 6 ans, mais plus largement, une fièvre, c'est une fièvre. Là. Bien, une fièvre, c'est une fièvre. C'est sûr que quand on a plus de 3 mois, ça se gère différemment, mais ce que j'aime c'est sûr que j'aime de mon livre, façon de parler, mais c'est qu'à la fin, il y a des ressources, des sites Internet fiables que les gens peuvent consulter parce que maintenant, 90% de la nouvelle génération se fie aux réseaux sociaux pour avoir accès à l'information. Malheureusement, maintenant, il n'y a plus de vérification des faits sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a des sites fiables gouvernementaux, des hôpitaux également qui disent quelle maladie, c'est quoi, les symptômes à surveiller, puis quand aller consulter à l'urgence. Merci beaucoup pour ces informations précieuses. Audrey Billot est infirmière clinicienne et maman, bien sûr. Elle écrit sous La Maman infirmière. Ça s'intitule La Maman infirmière à la rescousse. On s'arrête ici, très courte pause. On aura de la belle visite, justement, après la pause. Raphaël Provost, d'un bel organisme qui va nous parler de solidarité, de respect. Et avec lui, Claudette Dion est avec nous.